Bienvenue sur ce plateau qui nous amène au cœur d'une université privée du Bénin qui a fait des technologies nouvelles et de l'innovation le fondement de son système d'enseignement. Le groupe universitaire CERCO, groupe porté par Alain Kapochichi, docteur en système d'information et de la communication, proactif, créatif, jamais à court d'innovation, élu en 2005 parmi les 10 jeunes les plus remarquables au monde, meilleur jeune entrepreneur de la CEDEAO et qui récemment a lancé en août 2014 une usine de montage et de tablettes au cœur de son université sous le concept Open for Africa. Accro à l'informatique, Alain Kapochichi a aujourd'hui comme principal cheval de bataille la numérisation des systèmes d'enseignement au regard des exigences du LMD. Une problématique au cœur de sa thèse de doctorat et de plusieurs études pour le CAMES et la Côte d'Ivoire, qui semble pays africain, qui semble vouloir capitaliser sur l'expertise du cabinet CERCO. Numérisation des systèmes d'enseignement et LMD en Afrique, est-ce que c'est un passage obligé ? À quel horizon? Est-ce que dans l'état actuel des choses, dans le système d'enseignement africain, est-ce que ce n'est pas un luxe hors de portée? Et quelles leçons tirées des études effectuées pour la Côte d'Ivoire et surtout de l'architecture même déployée au cœur du label CERCO? On a rendez-vous avec Alain Kapochichi pour avoir des réponses à toutes ces questions. Alain Kapochichi, merci d'accepter à nouveau. C'est un plateau auquel vous êtes habitué, le plateau du service public de l'audiovisuel du Bénin. Là, on aborde une question très importante. Vous en avez fait carrément la problématique de votre thèse que vous avez soutenue à Paris sous le couvert du laboratoire paragraphe 8, si mes souvenirs sont bons, en co-tutorat avec l'Université du Canada. Alors, juste après ça, vous en avez fait carrément cheval de bataille et la Côte d'Ivoire vous a sollicité, pays en Afrique de l'Ouest carrément pionnier, mais vous expérimentez également tout ceci dans votre université. Alors dites-nous, comme je l'ai dit dans mon introduction, qu'est-ce que c'est que cette numérisation, cet attelage de nos systèmes d'enseignement aux nouvelles technologies? Et est-ce que ne pas le faire, c'est rester en arrière dans le désert et mourir aujourd'hui? Merci Joseph, et je salue les téléspectateurs et me dis toute ma joie de communiquer donc sur ce thème qui est effectivement un thème d'actualité, mais aussi un thème d'avenir parce que aujourd'hui, vous savez, nous existons physiquement, mais de plus en plus, nous avons aussi une existence numérique, c'est-à-dire que nous laissons des traces donc, en allant sur nos ordinateurs, en communiquant. Et nous sommes aujourd'hui aussi dans un monde où nous sommes de plus en plus mobiles, on voyage. Et donc, les systèmes d'enseignement aussi vivent, en tout cas, cette problématique. Et il est important de voir comment faire pour que l'homme, quand on le prend, parce qu'il va étudier, utilise donc les ressources qui sont à sa portée. Et donc c'est important aujourd'hui d'intégrer cette logique de numérisation parce que avec l'avènement du système LMD, le système licence master doctorat, de plus en plus il faut voir comment est-ce que les technologies qui sont apportées demain donc, peuvent permettre donc qu'on ait une meilleure qualité de la formation et une meilleure insertion donc, des jeunes diplômés. Donc, ça a été une belle expérience, non seulement avec la thèse, mais avec les différents travaux que nous avons menés, que ce soit au Bénin, parce qu'on a accompagné les universités nationales dans la refonte de leur système d'information, avant donc, effectivement, donc, d'accompagner toutes les universités en Côte d'Ivoire à travers une étude donc, sur la gouvernance, parce que quand on parle de système d'information, c'est un élément de la gouvernance. L'objectif du système, c'est non seulement de collecter l'information, mais de les traiter, de traiter l'information de manière à permettre donc à l'organisation d'être plus performante. Et donc, nous avons analysé à la fois donc l'autonomie des universités, quels sont les outils aussi qu'il faut pour qu'on ait une meilleure gouvernance et que l'université soit à même d'atteindre les objectifs de développement. On va revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire, mais vous avez surtout travaillé également sur une étude pour le CAMES, le Conseil africain émargage de l'enseignement supérieur, qui a commandité une étude que vous avez menée sur la numérisation des systèmes d'enseignement. Quel est l'axe que cette étude a prise? Vous en avez fait d'ailleurs une restitution on va peut-être suivre juste avant que vous en parliez.
Les directeurs des services informatiques de 8 institutions universitaires réunies à Ouagadougou ce vendredi sous la bannière du CAMES ont eu pour mission la validation du projet de référentiel des systèmes d'information des universités de la zone UEMOA. Alors, dans ce sens, il faut impérativement arriver à créer un espace technologique intégré de l'enseignement supérieur. De toute façon, la réforme LMD, c'est la création d'un espace régional de l'enseignement supérieur qui, normalement, doit être mené avec le support des technologies. Produit par un duo d'experts dont le docteur Alain Kapouchichi, l'étude a consisté à faire un état des lieux des systèmes d'information de l'ensemble des universités de l'espace UEMOA. Nous avions donc proposé un ensemble de règles, de pratiques qui puissent donc être partagées par l'ensemble de la communauté. Inscrit aux charges d'un ambitieux programme sous-régional, ce projet vise la mise en place d'un espace technologique intégré de développement des systèmes d'information universitaires. Justement, on voit que c'est une problématique qui intéresse le CAMES et vous avez dû mener une étude, votre cabinet, le cabinet CERCO. Quels en sont les résultats? Oui, merci. En fait, on a piloté pour le compte du CAMES, mais en fait à travers une étude qui a été in fine financée par l'UNESCO. Donc ça vous dit un peu que c'est une dimension plus large, et l'UEMOA. Donc cette étude-là, donc c'est 4 études. Une étude qui a concerné d'abord les systèmes d'information des universités et une étude qui a concerné aussi les formations ouvertes à distance. Donc on a fait d'abord un état des lieux et après on a élaboré les référentiels donc à la fois des systèmes d'information des universités et aussi les référentiels donc pour l'accréditation des formations ouvertes à distance. Si je dois m'appesantir seulement sur les systèmes d'information, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, lorsque un étudiant quitte l'université d'Abomey-Calavi par exemple pour aller, je ne sais pas, à l'université de Togo, parfois ça peut prendre 90 jours, voire 1 an avant que son dossier ne parvienne. Et donc, il est important de voir les systèmes, c'est-à-dire le système informatique, mais aussi tout ce qui est procédure, l'organisation globale, les ressources humaines, les formations des gens et autres, et tout, de manière à même donc, de porter l'information d'une université à une autre. Donc pour faciliter cette mobilité à la fois des enseignants, mais aussi des ressources, des cours, etc. Et donc nous avons parcouru l'ensemble des pays pour regarder et voir qu'est-ce que les gens utilisent aujourd'hui, qu'est-ce que ces universités-là utilisent en matière de système, mais aussi en matière de concept. Parce que, vous savez, l'ordinateur parle un langage, mais il faut lui dire ce qu'il doit faire. Donc il est aussi important de voir quel est le langage qui est utilisé dans ces différents pays en matière de process. Et donc ça a après donné aujourd'hui lieu à un référentiel. Donc ça a donné... Vous êtes le premier à avoir ça, donc un référentiel des systèmes d'information, donc qui aujourd'hui est un outil au service de toutes les universités. Donc c'est adopté déjà par un comité de pilotage. Le conseil des ministres du CAMES va l'adopter. Et aujourd'hui, si on doit passer d'une université à une autre, il faut par exemple qu'il y ait un identifiant national unique de chaque étudiant. C'est-à-dire que dès lors que j'ai mon baccalauréat et que j'arrive à l'université, j'ai un identifiant qui me suit jusqu'à mon insertion. Donc on peut vous tracer et on peut aussi, par exemple, suivre les diplômes. Autant dans votre pays, dans le système universitaire de votre pays, que d'un pays à l'autre. D'un pays à un autre. Donc ça, c'est un exemple assez concret. Donc chaque étudiant a un identifiant et qu'il passe d'une université à une autre, c'est le même identifiant qui le suit jusqu'à son insertion, donc on peut le tracer. Il y a aussi, par exemple, des problématiques liées au système d'information, donc de suivi de diplômés. Vous savez que nous avons, nos universités, le nombre d'étudiants double tous les 5 ans dans la plupart des universités, au niveau, en Afrique subsaharienne notamment. Et ça pose au problème non seulement d'efficacité interne du système, du passage en classe supérieure, etc., de la qualité de la formation, mais aussi d'efficacité externe. Vous savez que quand vous prenez des pays comme la Tunisie, qui a produit beaucoup de diplômés, à un moment donné, il y a une crise sociale qui a amené, vous connaissez l'exemple de Mohamed Bouazizi qui a dû s'immoler parce que, ayant donc une maîtrise et vendant de la banane, ça a été une frustration, donc son étalage du moins soit... et donc ça a provoqué après une crise importante du moins en Tunisie. Et il faudrait que nos universités, en formant donc beaucoup de diplômés, puissent savoir qu'en réalité, il faut penser à l'insertion de ces jeunes-là. Donc il faut pouvoir tracer l'étudiant, dès le début, du moins quand il rentre en une formation, jusqu'à son insertion, de manière à ce qu'on puisse vraiment juger de la pertinence de l'offre de formation qui est donnée.
Donc, le référentiel sert notamment à faire ça, mais aussi tout ce qui est remontée d'informations. Vous savez que les universités doivent pouvoir produire l'information pour que les gouvernants puissent avoir des données fiables sur le système d'enseignement. Vous savez qu'il y a quelques années, lorsqu'on demandait au recteur de Calavi combien d'étudiants tu as dans ton université, il n'est pas capable de le savoir. Et ça, c'est très récent. Alors que si vous ne connaissez pas le nombre d'étudiants que vous avez dans votre université, le nombre d'enseignants, combien iront à la retraite dans quelques années, d'établir après des politiques éducatives si on ne maîtrise pas les statistiques. Vous ne pouvez rien faire et vous ne pouvez pas non plus faire de l'arbitrage et être en capacité aussi de négocier avec les bailleurs de fonds, parce qu'il faut aussi que l'université diversifie ses partenaires. Aujourd'hui, l'État met près de 95% des ressources de l'université. Il va falloir que l'État comprenne donc que l'université doit être autonome, et pouvoir donc, non seulement diversifier ses partenaires, être en capacité, par une bonne gouvernance et le leadership donc, des recteurs, négocier et planifier donc les ressources de manière à atteindre des objectifs de développement. Donc il est important aussi qu'au-delà de la formation et de la recherche, que la prestation de services à la communauté donc, soit une dimension fondamentale. Et l'outil que vous proposez, le référentiel que vous proposez de numérisation des systèmes d'enseignement peut aider à une gestion efficace justement, non seulement de l'administration, des effectifs, des programmes et également permettre à l'université de développer des prestations et se transformer en centre de profit, pourquoi pas. Un centre d'intérêt d'abord et en même temps, aujourd'hui, vous savez que les ressources de nos États sont limitées. Aujourd'hui, quand on prend un État comme le Bénin, nous avons pratiquement près de 25% des ressources qui vont dans le domaine de l'éducation. Donc l'État n'a plus une marge de manœuvre importante. Donc il faut que l'université soit non seulement en capacité de négocier avec d'autres partenaires, mais aussi puisse augmenter sa productivité. C'est-à-dire que c'est comment faire pour qu'avec les mêmes ressources, on forme plus de personnes. Mais au-delà de ça, qu'on les forme pour que les gens soient insérés. Donc tout ce qui est mutualisation, tout ce qui est amélioration de la qualité des services à travers du moins une bonne gouvernance, mais aussi une bonne organisation du système, donc c'est fondamental et le référentiel donc, pose les bases pour atteindre du moins ces objectifs-là. Apparemment, vos travaux, en tout cas, ont eu pas mal d'écho, en tout cas en Côte d'Ivoire, pays très important au niveau de l'Afrique de l'Ouest, puisque la Côte d'Ivoire vous a fait appel, le gouvernement de Ouattara qui a décidé de moderniser son système d'enseignement supérieur a dû faire recours à votre cabinet et vous avez commis une étude également. Quels étaient les objectifs précis prescrits à cette étude-là? Bon, la Côte d'Ivoire a vécu une expérience assez difficile puisque après la crise post-électorale, vous savez que les universités pratiquement, leurs données étaient parties, tout a été brûlé, les ordinateurs emportés, il n'y avait même plus de données au niveau donc, de l'université. Ça veut dire que si un étudiant a fait par exemple la deuxième année, on ne sait pas si il passe en troisième année ou pas. Donc ça posait un problème véritable. Et la Côte d'Ivoire se veut un pays émergent à l'horizon 2020. Et il était important de voir comment faire pour que l'université puisse supporter en fait cette vision et également du moins dans la formation qui est un axe assez important quand même dans toute politique qu'on doit mener au niveau opérationnel. Et donc la Côte d'Ivoire bénéficie d'un projet qu'on appelle le projet de désengagement et de désendettement, donc qui est un projet de la coopération française. Et nous avons effectivement donc, été appelés pour pouvoir mener cette étude qui a concerné quand même une bonne trentaine d'experts que le cabinet Serco a mobilisé. Et c'était quand même une grande expérience internationale qui aujourd'hui a donné des résultats parce que l'audit a donné quand étant naissance à un projet qu'on appelle le projet Amruge, qui est le projet de modernisation donc, des infrastructures universitaires, mais aussi de tout ce qui est lié à la gouvernance au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Et pourtant, la Côte d'Ivoire regorge de pas mal d'expertise universitaire dans bien de domaines, et même dans le domaine universitaire informatique. Quand vous avez fait votre restitution, la grande question qu'on peut se poser, c'est comment ce Serco, groupe d'un petit pays comme le Bénin, a réussi quand même à décrocher un marché aussi important. La question qu'on se pose derrière, c'est quel écho favorable, justement, la communauté universitaire ivoirienne a accordé à ces études que vous avez menées
On va suivre les témoignages. Dans le cadre de la restructuration du système ivoirien de l'enseignement supérieur, après plusieurs années de crise socio-politique ayant conduit à la fermeture des universités, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, avec l'appui de la coopération française, a commandité une étude qui porte sur la réalisation d'un état des lieux du système de gestion de la scolarité des établissements publics d'enseignement supérieur, d'un diagnostic du système de gouvernance et d'une évaluation des besoins pour la modernisation du système ivoirien de l'enseignement supérieur. C'est au cabinet d'études, de conseil et d'ingénierie Serco ICT qu'est revenue la lourde mais noble mission de conduire et d'exécuter cette étude. L'audit a eu pour cadre les 5 universités publiques, 2 grandes écoles publiques, les organes institutionnels de gouvernance étatique, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Au regard de la dimension et de l'importance de cette étude, le cabinet Serco ICT a mobilisé des experts internationaux dont le savoir-faire et l'expérience ne sont plus à démontrer. Ces rapports ont fait objet de validation par la communauté universitaire et les partenaires techniques et financiers. Ce qui nous a marqué, c'est le document en tant que tel, la richesse du document qui a été produit. Je dois dire qu'au niveau du diagnostic, dans bien des cas, nous sommes d'accord avec ce qui a été fait. Au niveau des propositions également, il y a beaucoup, je veux dire 90% de ce qui a été proposé nous sied. Parce que comme l'a dit le professeur Merawa, c'est très important. Les activités qui ont été prévues ont non seulement une portée académique, une portée pour la réforme du système, mais elles ont également une portée politique et qu'il faut ne pas pouvoir occulter. Mais nous nous engageons en tout cas à ce que ce qui était prévu soit fait dans le meilleur délai. On le voit, les échos sont carrément favorables, je dirais même élogieux quand on entend la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur qui s'engage déjà carrément à rendre opérationnels les résultats de vos études. Justement, parlant de ces résultats, quelles sortes de préconisations avez-vous faites aux universités, au système universitaire ivoirien pour sa modernisation, pour sa réforme? Ça a donné naissance à des documents importants, puisque ces 2 documents importants. Il sera difficile de... Ils peuvent servir même de livres de chevet pour source d'inspiration pour d'autres pays. Absolument. Ça concerne toute la gouvernance, l'évaluation en tout cas des besoins pour la modernisation du système d'enseignement supérieur ivoirien. Il faut dire globalement que les préconisations ont touché à la fois du moins à la gouvernance du système, parce qu'il faut que les instances de pilotage donc, de l'université puissent fonctionner. Nous avons aussi tout ce qui concerne le système d'information, parce que c'est le système d'information qui porte tout ce qui est politique qu'on mène, la communication, parce qu'il faut que les gens puissent mieux travailler entre eux. Le système de gestion de la scolarité aussi, parce que vous savez que l'université, le cœur de métier, c'est la formation, et quand on forme un étudiant, il faut aussi qu'il soit à même donc, de pouvoir avoir son relevé à temps, de pouvoir avoir donc, les pièces qui lui permettent donc d'avancer. Mais on a touché aussi tout ce qui est lié à la numérisation, au TIS, aux technologies de la communication dans l'éducation, à travers donc, des projets importants que la Côte d'Ivoire avait mis en place il y a, par exemple, le projet d'interconnexion des universités. C'est des dimensions importantes qu'il faut prendre en compte. Moi, ce que je vais souligner seulement, c'est qu'il y a une forte volonté. Lorsqu'on veut devenir émergent, il faut non seulement mettre les ressources, mais il faut aussi, à un moment donné, évaluer de quoi on a besoin et puis mobiliser tout le monde pour atteindre ces objectifs. Donc, cette étude-là a concerné, vous savez qu'on a interviewé plus d'une centaine de personnes quand étant par université pratiquement. Et à la validation, on avait presque toute la communauté ivoirienne donc, qui s'est engagée pour que les 5 prochaines années puissent voir quand même une Côte d'Ivoire beaucoup plus rayonnante, qui prend en compte le fait qu'aujourd'hui, elle a des ressources, sa jeunesse, et qu'avec une bonne formation, peut supporter son développement. Et apparemment, si on voit sur les images, par rapport à des témoignages recueillis, vous avez eu la force de mobilisation de beaucoup d'expertise sur la place internationale. Ce n'est pas seulement sur le vivier d'expertise de Serco que vous êtes fondé, même si les expériences que vous avez capitalisées au niveau de votre mode d'enseignement, de votre label,
ont dû nourrir sans doute les préconisations. Vous avez aussi eu la force de mobilisation d'une expertise internationale pour commettre cette étude-là. Oui, absolument. Vous savez qu'aujourd'hui, le cabinet Serco dispose d'une 60aine d'experts que nous mobilisons. Bien entendu, nous avons des assistants que nous-mêmes nous avons formés, qui sont aujourd'hui, pour la plupart, en train de faire leur thèse. Et donc, c'est un vivier important pour non seulement garantir à nos partenaires qu'un travail sera fait, mais aussi on va regarder l'expérience des États qui sont un peu plus avancés. Vous ne pouvez pas en fait dire que votre pays deviendra émergent sans regarder l'expérience des autres, mais en voyant aussi au niveau local des expériences donc réussies. Et je pense que ça a certainement joué. Vous savez qu'on était 8 cabinets au niveau international. Et le cabinet Serco était le seul cabinet africain à avoir soumissionné. Et je pense que la Côte d'Ivoire fait confiance de moins au partenariat Sud-Sud. Et j'ai été très heureux que les recommandations, en tout cas l'étude a été validée au niveau national. Et aujourd'hui, on accompagne en assistant du moins à la mise en œuvre. Alors, je l'avais dit, certainement les expériences que vous développez à Serco ont dû compter beaucoup dans les préconisations que vous avez faites et qui intéressent beaucoup. On a suivi dans l'actualité des visites de votre école effectuées par des délégations étrangères. C'est dire que Serco est sous les feux, en tout cas à l'international. Je l'avais indiqué, vous n'êtes jamais à court d'innovation. Tout récemment, en août, vous avez implanté une usine de tablettes et d'ordinateurs, de laptops dans votre université. On est vraiment intéressé à ce que vous nous expliquiez autour de quoi tourne aujourd'hui le label Serco et son architecture. Mais avant, on va effectuer une petite visite dans votre usine et dans votre université. Merci. Pendant longtemps, le train de la révolution scientifique et technologique semble avoir oublié un continent, l'Afrique. Mais ce temps est bien révolu. Malgré les moyens limités, l'Afrique a commencé à se faire de plus en plus une place dans le monde très restreint de l'innovation technologique. De nombreux projets ont déjà vu le jour dans les domaines de l'agriculture, la santé, les transports ou l'énergie et représentent un vrai gage d'avenir pour l'économie du continent. Voici une initiative qui va sans doute révolutionner l'enseignement supérieur en Afrique. Direction Cotonou au Bénin. Bienvenue au groupe Serco. Cet imposant bâtiment abrite un technopôle de formation supérieure. Spécialisé dans les formations, licence master et doctorat, le groupe Serco est déjà présent au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire et bientôt au Sénégal, Togo, Ghana et au Nigeria. Son fondateur, Dr Alain Kakotiti, est un jeune entrepreneur africain, jeune manager, dynamique, pragmatique, reconnu et primé à plusieurs reprises pour ses innovations. Bus de l'Internet, système SMS Je sais tout, serveur vocal interactif, tableau numérique et système de visioconférence, etc. Couronné en 2005 parmi les 10 jeunes les plus remarquables du monde, ces distinctions ne se comptent plus. C'est fort de ses expériences au sein de son institut et de plusieurs autres universités publiques africaines qui ont déjà sollicité son expertise et, avec l'appui de la CEDEAO, qu'il a élu meilleur jeune entrepreneur en 2010 dans le domaine de l'innovation, qui lance une nouvelle initiative Open for Africa. Le projet Open for Africa, c'est avant tout le fruit des expériences et des innovations du groupe Serco mises à la disposition de toute la communauté universitaire africaine, notamment francophone. En quelques mots, Open for Africa, c'est une usine d'assemblage et de production où sont assemblés des ordinateurs portables, des tablettes tactiles et des smartphones de la marque Open. C'est aussi plusieurs équipes de développeurs informatiques pour l'intégration et la personnalisation d'applications ouvertes. C'est enfin et surtout un écosystème, une communauté ouverte pour l'enseignement supérieur africain et un incubateur d'entreprises qui partageraient la même philosophie, Open. Preuve de la grandeur du projet et des ambitions de Dr Alain Kakotiti, docteur en sciences de l'information et de la communication, voici l'usine d'assemblage mise en place au sein de la technopôle Serco à Cotonou. C'est une première en Afrique de l'Ouest francophone, moderne, respectueuse des standards internationaux, avec une capacité de production de 5500 appareils mobiles par semaine. Là, nous sommes à la salle de production. Donc, les ouvriers techniciens peuvent, dans une chaîne, travailler donc sur 30 positions. Le coût total de l'investissement est estimé à plus de 3 milliards, soit environ 6,5 millions de dollars américains mobilisés avec l'appui de la CEDEAO et des banques sous-régionales.
Un investissement qui a permis d'équiper l'usine en matériel avec des matières premières fournies pour 15 000 ordinateurs portables, 5 000 tablettes et 5 000 smartphones, la mise à disposition de 200 serveurs, des logiciels de gestion intégrés, des véhicules de logistique, etc. La même usine installée à Cotonou sera répliquée à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et l'Université polytechnique de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. En attendant, c'est aux populations de Cotonou environ, en particulier les étudiants, que revient l'honneur de découvrir et de tester les premiers ordinateurs et tablettes assemblés à l'usine Serco de Cotonou dans un showroom spécialement aménagé au siège du groupe. Le docteur Alain Capotiti n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Pour lui, pas question de produire seulement des appareils mobiles et les mettre à disposition des utilisateurs. Plusieurs équipes de développement ont été mises en place. Objectif, développer et intégrer pour les institutions éducatives, de santé, d'agriculture, des logiciels de gestion intégrés pour leur gestion, des plateformes de partage de leurs ressources et pour les étudiants, des applications mobiles open source pour faciliter l'accès aux ressources de leur formation. Une centaine d'applications ouvertes sont déjà en cours de développement et de déploiement et regroupées dans un package appelé Open for Sup pour l'enseignement, Open for Health pour la santé, Open for Agri pour l'agriculture. Voilà, alors d'où vous êtes venu l'idée carrément audacieuse de venir, apparemment c'est le concept d'Open Society qui encourage à briser la fracture numérique entre les pays, les peuples qui ont très peu accès à l'outil informatique. C'est peut-être ça et votre amour fou pour l'informatique qui vous ont poussé à installer cette usine-là. Est-ce que c'est seulement ça ou il y a derrière toute une démarche pour constituer une offre de formation dédiée aux étudiants? Quelle est la philosophie qui vous a guidé? Bon, il faut d'abord comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique vit de la fracture numérique déjà. Hein, et nous sommes dans un monde qui se veut à l'aide de l'économie numérique. Et il est important donc de voir en matière d'infrastructure comment l'Afrique pourrait y aller. Et j'ai toujours vu quand même qu'en matière d'équipement, qu'un étudiant par exemple puisse avoir un ordinateur, c'est beaucoup de ressources qui lui sont demandées, alors qu'il y a des pays dans lesquels par exemple, avec un euro en France par exemple, il y a des politiques où l'étudiant avec un euro peut aller chercher son université et le reste en fait c'est l'université ou bien c'est l'État en fait qui l'accompagne pour ça. Et donc l'idée, c'est d'abord comment faire pour qu'il y ait des outils à un coût accessible. Donc ça a été d'abord le premier moteur, comment faire pour qu'il y ait des outils accessibles. Ensuite, un ordinateur pour un étudiant ne sert pas à grand-chose s'il ne peut pas avoir accès à des ressources, donc des applications qui sont importantes pour sa formation, des cours qui sont en ligne, des ressources numériques. Le matériel, oui, mais des contenus derrière. Des contenus, des ouvrages numériques. Et aussi, pour son université, il faut que l'étudiant puisse avoir accès à des informations comme ses notes, la programmation de son agenda à l'université et comment échanger et demeurer dans une classe virtuelle. Parce que aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est que l'étudiant n'est plus un étudiant physiquement seulement à l'université, mais il change d'état tout le temps, il est mobile. Et c'est un état qu'il faut prendre en compte. Et je peux après voyager, il y a la formation tout au long de la vie. Et le cours aujourd'hui, tel que c'est vécu, n'est plus un cours qui s'arrête entre les 4 murs de l'université. Okay? L'étudiant a des perspectives à travers une bibliothèque, d'approfondir ce qui a été fait et participer aussi à travers donc, des blogs et augmenter du moins la compréhension qu'il peut avoir d'un cours. Donc c'est important d'accompagner l'étudiant dans ce processus. Et donc le concept Open for Africa vient un peu à la fois pour proposer une infrastructure pour les universités, en termes de système d'information, de gestion, mais en même temps pour l'étudiant, pour qu'il se connecte et qu'il soit mobile, à travers une offre moins qui le ressemble. Donc c'est vraiment utile et je dois remercier quand même toutes les institutions qui nous ont fait confiance. Et je dois remercier d'abord les banques locales et les banques sous-régionales qui nous ont accompagnés. C'est plutôt rare de voir les banques commerciales voilà, locales. Et la CEDEAO qui c'est dire la confiance que vous inspirez. Voilà, et a été, voilà, donc je me réjouis qu'aujourd'hui, ça donne naissance à des outils à moins de coûts qui soient à la portée. D'abord, c'est la Côte d'Ivoire, encore une fois, qui déjà... Vous avez reçu des milliers de commandes. Voilà, de 20 000 ordinateurs, du moins ça livré au plus tard, du moins au 1er décembre.
de cette année et nous avons des négociations très intéressantes pour le Bénin, pour doter les boursiers au niveau du Bénin d'un ordinateur qu'ils peuvent avoir en ne rien payant. C'est-à-dire que dès le premier jour de la rentrée, ils peuvent, juste en s'engageant, en payant du moins, en s'engageant à payer sur leur bourse pendant 1 an ou bien pendant 2 ans, ils peuvent payer 8 000 ou bien 10 000 francs sur leur bourse et avoir un outil qui leur sert et que nous on garantit pendant 2 ans. Donc c'est vraiment intéressant au-delà de tout ce qu'il y a comme avantage qu'ils peuvent tirer de ça. Est-ce que cette usine n'est pas aussi une manière de montrer que le label Serco, c'est un label qui débouche sur des applications très pratiques et en même temps sur la capacité, la possibilité de donner aux étudiants, une fois leur formation, pour ceux qui sont dans les filières technologiques, de pouvoir tout de suite s'offrir une immersion professionnelle tout de suite, là, in situ, sans même chercher à se casser la tête pour se chercher des stages, de sorte que à la fin, c'est des profils, ce seront des profils très recherchés. C'est le but du jeu. Le but du jeu, ce n'est pas de vendre des ordinateurs pour vendre des ordinateurs, mais il s'agit non seulement de démultiplier l'outil, mais au-delà de ça, de donner la capacité à nos étudiants de concevoir des applications. Déjà. Et après, vous avez toute une industrie. C'est-à-dire que lorsque vous touchez le domaine de l'agriculture, par exemple, il y a des applications mobiles qu'on peut concevoir pour le paysan. Et l'idée, c'est d'amener nos étudiants à accompagner ces projets, mais c'est autant d'étudiants recrutés aussi pour ces différentes... donc, c'est profond. Donc, ça sert en même temps de lieu d'expérimentation, des innovations que Absolument. Vous développez dans vos laboratoires. Par exemple, qu'on a mis en place. Et il est important, donc, déjà que dans la tête de l'étudiant, quand il voit un ordinateur se fabriquer devant lui et qu'il contribue à faire et qui est utilisé, c'est quand même une avancée importante. Alors, vous travaillez également en partenariat avec, vous avez développé pas mal de partenariats avec la Chine et d'autres pays. Dans quel objectif? C'est de capitaliser les avancées des autres pays et de mettre vos étudiants complètement au fait de toutes les évolutions qui se font en matière de recherche et d'innovation universitaire? Absolument. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on est bon ou bien on se veut du moins. Il faut de la coopération, il faut du partenariat. Et ça a commencé avec le Canada, ensuite il y a eu la France, où aujourd'hui on a une bonne vingtaine d'étudiants qui sont en thèse de doctorat et que je paye, c'est-à-dire que l'université Serco finance gratuitement du moins pour faire leur thèse. Et aujourd'hui, nous avons, comment on appelle, le partenariat avec la Chine, qui pour moi est quand même, c'est l'université polytechnique. Vous savez que dans un pays, l'université polytechnique est l'université de référence en matière de formation à la technique. Et je pense que c'est un bon partenariat qui a démarré. Et je pense que nous allons profiter, que le Bénin et l'Afrique vont profiter de cette expérience. Alors vous faites également du label Serco un label où on privilégie l'innovation, la technologie, mais également l'initiative privée, l'esprit d'entrepreneuriat. Et vous avez initié dans d'autres pays africains autres que le Bénin, à commencer justement par le Bénin, des initiatives qui plongent directement, qui constituent même des challenges pour les étudiants, pour les amener à travers leurs projets d'études à en faire des projets professionnels, des projets de création d'entreprise. Avant que vous en parliez, on va suivre un petit bout. Ils sont les membres du groupe 9 de la 2e édition des exercices ProAct de l'Institut Serco Burkina. Deuxième à passer devant le jury ce samedi 3 mai, le groupe a vu son travail sanctionné par la note de 17 sur 20. Ces étudiants ont visité 5 entreprises pour connaître leur fonctionnement et le parcours des patrons de ces entreprises. Au-delà de la note, ils ont une longueur d'avance sur l'entrepreneuriat privé. C'est un pas déjà vers l'entrepreneuriat, vers ce qu'on va faire demain, après les études, comment ça va se passer. On gagne déjà une notion de ce que c'est l'entreprise pour les étudiants qui comptent être entrepreneurs, qui comptent travailler à leur propre compte. On voit déjà comment cela se passe. ProAct est un exercice qui prépare les étudiants à affronter les réalités de la profession qu'ils désirent exercer. Le parrain de cette édition apprécie la détermination de ses futurs entrepreneurs. J'entrevois déjà des grands acteurs économiques dans le futur très proche. Il y en a qui ont déjà des idées, qui se sont déjà fait une opinion et qui ont déjà commencé à bosser dans ce sens. Je pense que si au Burkina Faso, on pouvait avoir des gens aussi déterminés que la chance que j'ai eue d'avoir des filles tout aussi déterminées, je pense que le pays s'en porterait davantage mieux.
Il invite ses filles à demeurer dynamiques et sérieux au cours de leur formation. Désiré Komboigo saisit l'occasion pour leur prodiguer des conseils. Bien apprendre ce qu'on vous apprend. Ensuite, avoir une idée. Après, persévérer en tout temps par rapport à son idée et par rapport à ses engagements. Être honnête et loyal. Honnête et loyal, ce sont des qualités qui manquent de plus en plus dans notre société. Vous entendez des gens vous dire le contraire, c'est pas vrai. L'honnêteté et la loyauté payent toujours. Il n'y a rien à faire. On ne peut que réussir. ProAct consiste à administrer des questions aux chefs d'entreprise afin de connaître leur parcours et le fonctionnement de leurs entreprises. Jusqu'au 30 mai 2014, 11 groupes au total devront passer devant un jury pour exposer les résultats de leurs travaux. L'exercice concerne les étudiants de deuxième année de licence de l'Institut Serco, toutes filières confondues. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette initiative baptisée Projet ProAct Serco? D'abord, c'est un cours que j'anime personnellement. Je vais au-devant des étudiants de la première année et de la deuxième année, déjà pour les amener à comprendre que toute idée d'entreprise part d'un besoin. Vous savez que quand je regarde des étudiants qui à 30 ans se demandent ce qu'ils vont faire, moi j'ai créé mon entreprise à 20 ans. Je n'avais pas de diplôme et ça ne m'a pas empêché de créer, de gérer 1000 personnes, etc. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait ma thèse de doctorat, etc. Donc c'est important de casser un peu cet esprit-là des étudiants et en même temps d'amener à comprendre que nous sommes dans un pays où tout est à faire. L'Afrique, en fait, a tellement de besoins, il y a tellement de misère ambiante. Il y a beaucoup de choses à inventer. Voilà. Et justement, quand il y a des problèmes, qu'une entreprise trouve des opportunités. Et c'est important. Et après, en licence, je les encadre un peu sur ce qui est entrepreneuriat, innovation. Parce que c'est important aujourd'hui qu'on ne fasse pas juste de l'import-export dans nos pays. Qu'on puisse dire, qu'est-ce que je crée qui crée la différence. Alors, comment ça fonctionne, ces projets de challenging? Vous les envoyez dans l'environnement économique qui est le leur, vous leur demandez, à partir des problèmes qu'ils vont dénicher, d'en faire, d'imaginer, d'inventer des solutions qui vont se transformer en opportunités. Absolument. Je vous donne l'exemple pour la licence. C'est-à-dire qu'un étudiant, quand il arrive en licence, que ça soit par exemple en finance, en informatique, en télécommunication ou bien en ressources humaines, je vais les mettre tous ensemble, et ils vont composer un groupe dans lequel on va retrouver toutes les compétences. Donc on va avoir toutes ces compétences-là réunies dans un groupe de 10 personnes. Et ensuite, on va leur dire qu'est-ce qu'ils aiment faire. Parce que c'est important quand même de pouvoir gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime faire. Ça, c'est important, ça. Ils ont un don particulier, etc. Et tout. Bon, j'aime la musique, j'aime le théâtre, j'aime la chorégraphie, j'aime l'artisanat, la décoration. Et ils vont partir en fait des choses qu'ils aimaient. Parce que vous savez que même si le monde a évolué, les problèmes des personnes n'ont pas autant changé. C'est-à-dire qu'on continue de manger, on continue de se faire soigner, on continue. Les besoins essentiels. Les besoins essentiels demeurent. Et ils vont maintenant aller, si j'aime la coiffure, je vais aller interroger les coiffeurs pour demander en fait les problèmes qui existent dans le domaine de la coiffure. Et quels sont les problèmes? Par exemple, quand je vais me faire coiffer, je vais me rendre compte qu'en réalité, je passe 3 heures, je ne connais pas exactement quand est-ce que ça va finir, etc. Mais comment on fait? Comment je fais pour résoudre cette situation? Et donc, on va problématiser et on va imaginer en termes de créativité, on va imaginer des solutions capables donc de pouvoir résoudre cette situation-là. Et cette solution-là, ça peut être en termes de procédés, de services, de produits et de modes d'organisation. Et c'est ça, en fait, l'innovation qui après va être transformée par les étudiants en produit, en procédé du moins. Et il y a tout un accompagnement qui est fait pour ça. Et aujourd'hui, je pense que ça a donné de très bons résultats parce que je peux vous dire que sur nos étudiants, les 100% de nos étudiants qui sortent, 10% d'entre eux arrivent à créer une entreprise. Ce qui est quand même par rapport à une moyenne nationale est largement au-dessus. Et justement, vous avez fait le souci pour vos étudiants de finir leur projet d'études avec des projets professionnels aboutis, y compris dans les filières technologiques où l'étudiant doit finir, quand il soutient, il doit finir sur pratiquement une application qui pourra servir. Et ça, on le découvre surtout lors des moments forts du processus de formation, c'est-à-dire lors des soutenances. On va repartir vers un moment de soutenance pour voir un peu ce que donne justement tout ce que vous décrivez là.
Issus de 12 filières, ces diplômés mis sur le marché de l'emploi sont au total 410, dont 342 formant la 6e promotion en licence et 68 la 4e promotion de master. Pour en arriver là, les lauréats du jour ont persévéré dans les études et recherches académiques pour enfin passer les mailles ô combien fines des jurys très exigeants et pointus dans le moindre détail. C'est pourquoi, placé sous le parrainage de l'érudit professeur agrégé de philosophie Paulin Rontondi, cette promotion a choisi la persévérance comme nom de baptême. Aux jeunes lauréats, toutes mes félicitations et tous mes encouragements, et qu'ils ne doivent pas dormir sur leur laurier. Selon le président directeur général du groupe Serco, les étudiants sont des compétences formées à prix d'or pour apporter un de plus au développement numérique et économique de l'Afrique. Les étudiants, ils ont développé des compétences. Vous savez, il y a un ordinateur donc, par étudiant, ils ont développé des capacités donc, au niveau technologique, entrepreneurial parce qu'on insiste beaucoup sur ça. Ils créent et ils gèrent du moins dans la situation du moins leur propre entreprise. À en croire le docteur Alain Capotiti, de par la qualité de la formation acquise, les récipiendaires doivent se distinguer dans la société à travers leurs compétences. Ces étudiants vont apporter beaucoup de bonnes choses. D'abord, de par leur formation qui n'est pas orientée uniquement vers la question de connaissance, mais vers la question de la compétence. Ils ont reçu des méthodes, des outils en situation, ils ont réalisé des projets. Nous avons beaucoup insisté donc sur l'entrepreneuriat et sur l'autonomie qu'ils doivent aussi avoir pour qu'en entreprise, ils soient capables, non pas seulement donc pour recevoir, mais pour donner, pour partager. Oui, semble accepter les récipiendaires à travers le serment de Hava qu'ils ont prêté. Je serai responsable devant mes pères et ils seront responsables devant moi pour la vie par ce serment. Et je reçois votre serment et vous renvoie à vos obligations. Et comme il est de coutume à de pareilles occasions, la promotion 2013 a passé le flambeau à celle de 2014. Nous disposons donc à marcher au rythme de l'évolution et à ne pas être à la traîne. Un peu comme pour dire que la flamme de l'excellence restera toujours vive au groupe Serco. Une flamme reconnue et distinguée par l'UNESCO. Cette chère UNESCO qui est intitulée Pratique émergente des technologies de l'information et de la communication pour le développement. Il y a quelques membres. Les membres sont obligatoirement donc des professeurs de l'Université de Bordeaux 3 et des membres associés qui ont pour mission, entre autres, d'assurer une ouverture internationale de la chaire. Et donc parmi ces membres associés, nous avons le docteur Alain Capotiti, et du coup, nous mettons en partenariat avec le Serco. C'est une très bonne chose, d'abord d'être dans cette chaire-là, parce que ça nous permet d'encadrer déjà les travaux de recherche, de pouvoir produire aussi des études qui pourront être faites. Fierté nationale et africaine, l'Institut Serco est une école, un réseau et une marque. Quand les étudiants ils finissent de soutenir brillamment comme ça sur des idées originales, des projets d'application intéressants, comment vous les accompagnez dans la mise en œuvre? Vous créez une interface entre l'école et les systèmes de financement pour les aider à implanter ou implémenter leur entreprise, leur projet d'entreprise? Voilà, donc aujourd'hui, il y a un accompagnement à travers l'incubateur que j'ai mis en place avec des moyens importants. Vous savez qu'on a quand même mobilisé des moyens importants et l'incubateur a été lancé. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les étudiants à travers des projets, parce que ces projets d'innovation que nous mettons, quand ça passe de l'étape de la créativité au projet d'innovation, ou bien, vous savez qu'il y a l'étape de créativité, d'invention et de l'innovation, quand l'invention est introduite. Et après,
et à l'accompagnement parce qu'ils font un business plan et donc ils étudient le marché et puis après ils vont proposer, il y a l'accompagnement pour ça. Et je pense que... Est-ce que vous avez pensé à des passerelles à établir avec des structures officielles qui existent, les Business Promotion Centers, qui sont présentés autant comme des centres d'incubation, l'Agence nationale pour l'emploi, l'Agence nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises qui développent aussi des procédures pour accompagner les jeunes créateurs d'entreprises, le Fonds national pour la promotion de l'emploi des jeunes avec son fonds de financement. Est-ce que vous imaginez des passerelles comme ça de coopération avec ces structures-là? D'abord, ce que je dis à mes étudiants, vous savez que depuis que moi j'ai mis en place Serco il y a 16 ans, c'est pour la première fois que je suis allé dans une banque internationale et pour mobiliser des ressources parce que j'avais besoin de mettre en place une usine. Donc il faut d'abord commencer à dire à l'étudiant que les ressources sont en lui. Okay? C'est dans son réseau personnel qu'il peut, pas une bonne idée. L'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. Donc en fait c'est avoir une bonne idée. Et moi, je mise sur les idées de mes étudiants. C'est-à-dire que l'incubateur va accompagner l'étudiant. Donc, on ne va pas en fait aller voir une institution. C'est important, donc, les institutions qui sont autres et tout. Mais on sait qu'il y a tellement de chômage dans notre pays, il y a tellement de problèmes dans notre environnement qu'il vaut mieux se concentrer sur le peu. Et moi, je n'ai pas l'ambition de sauver le monde. J'ai l'ambition, en fait, d'accompagner quelques-uns. Et si eux, ils arrivent à comprendre, ça va après impacter de moins sur le reste. Donc, c'est un peu... Donc, votre dada, c'est de tirer les gens vers le haut, voilà, de susciter de l'envie, voilà, de créer, d'innover. Et une fois que ceux-là, même si c'est 5 qui arrivent à comprendre dedans, okay, ces 5-là, s'ils ont une bonne idée, ça va impacter de moins le reste. Alors, vous menez également une activité importante au niveau de la recherche. Vous commettez également des colloques scientifiques. Vous en avez initié sur le e-learning, justement on y revient. Vous avez fait une étude là-dessus à l'attention du CAMES. Qu'est-ce que, justement, ce genre de colloque scientifique que vous organisez, qu'est-ce que ça apporte? Comment ça fait avancer, justement, tout ce que vous initiez, etc. Qu'est-ce que ça apporte, par exemple? La recherche est fondamentale. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire, même si vous faites bien, tant que vous n'avez pas publié, tant que vous n'avez pas montré, capitalisé de moins votre expérience, vous avez du mal après à convaincre. Et c'est important donc qu'on puisse voir des expériences, qu'est-ce qu'on peut intégrer. Donc l'idée d'organiser des colloques, d'abord nous avons créé une chaire avec l'Université de Bordeaux, qui est une chaire UNESCO aujourd'hui, okay, où on accompagne donc les doctorants pour leur recherche. Mais au-delà de ça, nous avions l'habitude d'organiser des colloques scientifiques, okay, où on fait venir chaque année au moins une bonne soixantaine donc, de chercheurs qui sont des chercheurs dans leur domaine, parce que l'objectif, c'est vraiment d'amener la recherche à recherche-action, bien entendu, à pouvoir de moins non seulement confirmer ce qu'on fait, mais en même temps voir les nouvelles pistes. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'économie numérique, mais on parle aussi de l'économie du partage. C'est comment faire aujourd'hui. On annonce que dans quelques années, on a près de 30 milliards d'objets connectés dans le monde. C'est important qu'on puisse rentrer dans une logique que le monde, si on ne sait pas faire, va nous échapper parce que nous avons une identité numérique. Et c'est important que la recherche, à travers les projections qu'elle va faire, puisse préparer les étudiants qui sont les futurs décideurs à pouvoir donc amorcer, en tout cas intégrer ce monde-là qui est actuel. On en voit l'intérêt parce que ça permet également à vos étudiants de Serco de pouvoir confronter justement leurs projets et même découvrir de nouveaux axes de recherche, de nouveaux territoires de la connaissance avec tous les autres scientifiques, les expertises, les esprits scientifiques qui viennent confronter avec eux leurs recherches. Vous en avez organisé sur le e-learning, on en a écho ici sur ce plateau, on va suivre un bout. C'est pour la 9e fois au plan international et pour la première en Afrique que se tient cette conférence sur le système d'apprentissage alternatif. Avec l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur, plusieurs défis attendent les acteurs universitaires dans le domaine des e-learning, du réseautage social et des réalités virtuelles. Il sera question pour les chercheurs au cours de ces différents panels de re-questionner quelques phénomènes dogmatiques inhérents à l'enseignement à distance. C'est ouvrir le débat davantage avec une ouverture de démarche, ce qu'on appelle la recherche par action. Aujourd'hui, on est incapable de prévenir l'avenir. La tâche de l'enseignement, c'est une tâche complexe où on n'a jamais atteint la perfection dans l'enseignement.
Donc on ne peut pas dire qu'on est en train de perturber un système parfait, c'est un système qui va changer, évoluer. Et là, ce qu'on attend, c'est qu'on échange avec un esprit un peu plus ouvert, reconnaître ce qui ne marche pas dans l'enseignement, reconnaître les limites de la technologie, et essayer de trouver un compromis entre l'offre technologique et l'expérience pédagogique. Il était important de commencer à parler donc l'alternative dans les systèmes de formation, eu égard au bilan que nous connaissions déjà sur les systèmes de formation classiques, hein, j'allais dire, pour ne pas dire traditionnels. Hein. Il était important donc de commencer à réfléchir en matière de prospective sur ce que nous pourrions donc proposer dans les années à venir, voire dans les décennies à venir au profit donc des étudiants. Ces assises me paraissent extrêmement importantes du fait qu'elles posent une question fondamentale sur laquelle on se pose également des questions stratégiques importantes en Europe et aux États-Unis. C'est comment on va trouver des systèmes alternatifs pour l'enseignement et l'éducation des jeunes, mais également tout au long de la vie. Vous avez moins ce problème en Afrique de l'Ouest au niveau de la démographie, parce que vous avez une démographie jeune. En Europe, on a un problème différent. On a une population très vieillissante. Et il est nécessaire, donc la question est venue de là en Europe, c'est comment permettre à des gens plus âgés, par exemple à 40 ans, 50 ans, avec un vieillissement, des fois on vit jusqu'à 80, 90 ans, comment ils allaient pouvoir avoir une deuxième formation, donc se former tout au long de la vie. Selon le promoteur du groupe SERCO, le choix porté sur sa structure est la résultante des expériences acquises dans le domaine de e-learning et de l'exécution de plusieurs projets au Bénin et en Afrique. À propos du colloque sur l'e-learning, des résultats de recherche des applications, il y a un axe qui m'intéresse particulièrement concernant la validation justement des enseignements sur l'enseignement à distance, sur l'e-learning. Comment la question, vous pensez régler ça surtout en Afrique? Quelles sont les préconisations? D'abord, ça a donné lieu à un référentiel d'accréditation des formations ouvertes à distance. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la formation à distance, c'est une alternative. Vous savez, il y a des pays, comme les États-Unis aujourd'hui, où l'étudiant peut à la fois être en présentiel, mais suivre des cours à distance. Et un étudiant n'a pas un seul régime tout au long de son cursus universitaire. Et à travers la mutualisation des ressources des salles de l'université, bon, je vois aujourd'hui on dit université de Calavi, université de Parakou, il y a des facultés et autres et tout, l'université va devenir ouverte. Ou une salle ne va plus appartenir à l'université, un cours, le cours d'anglais, en fait, n'appartiendra plus à une université. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est de Serco peut aller suivre des cours à Calavi, prendre une composante, un élément conçu dans son cours et son panier. Parce que le cursus avec le LMD, on prône l'individualisation du parcours. Donc l'étudiant ne va plus faire un cours comme on le fait aujourd'hui. On dit, bon, tu vas faire un master en informatique et voici le programme que tu suis. C'est l'étudiant qui a des composants fondamentaux, mais en même temps, il va dire, bon, j'ai envie de faire du marketing autour, j'ai envie de faire des RH autour, et il va prendre ses cours, et ça lui sera validé. Ça permet qu'il ne soit pas sans à faire la même chose, et finalement, personne n'est intégré. Puisque nous avons un ADN personnel, en fait, par rapport à nos capacités, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça permet de développer le potentiel. Voilà. Et donc, ce référentiel-là, justement, règle un peu ce problème-là, pose les bases, en fait, de la mobilité donc, de l'étudiant à travers le référentiel des systèmes d'information. Mais aujourd'hui, à travers la création d'informations, on va être à distance, on va dire, voici le guide qu'il faut pour pouvoir certifier une telle formation. Et le CAMES, je crois, à travers donc, le financement de l'UNESCO, a été quand même assez avant-gardiste pour amorcer cela. Et vos propositions sont validées? Les propositions sont validées, absolument. Vous savez que ça a été un travail beaucoup de nuits qu'on a passé pour pouvoir faire ce travail-là. Et je veux remercier donc, le CAMES de nous avoir fait confiance pour ça. C'est aussi une formidable opportunité pour... on n'en a pas l'habitude en pays francophone, en tout cas dans le système francophone, la question de la formation continue, c'est une formidable opportunité en culture anglo-saxonne. Même quand les gens travaillent, ils ont la possibilité de continuer à étudier et c'est une très bonne opportunité pour ceux qui ont des contraintes de temps, de pouvoir profiter de cette opportunité du e-learning. E-learning, LMD, parce que vous savez que l'avantage quand on parle de formation tout au long de la vie, c'est qu'on peut interrompre sa formation et revenir dans le système sans aucune difficulté. Et même à travers donc, les plateformes qui sont offertes aujourd'hui, les formations d'entreprise peuvent être prises dans des problématiques du moins de formation diplômante. Et ça, c'est toute une évolution, c'est toute une stratégie du moins à repenser par nos universités pour qu'on puisse cibler quand même quand étant des personnes qui ont été en entreprise mais qui
bénéficient, en tout cas veulent pouvoir valoriser leur expérience, mais au-delà, quand ils ont continué à servir leur entreprise, mais en étant plus performants. Alors, Alain Kapoujiji, comme je l'ai indiqué, vous, ça gamberge toujours dans votre tête, vous innovez chaque fois. Et on a juste envie quand même de dire, bon, aujourd'hui, à l'étape où vous êtes, est-ce que, c'est vrai, vous avez les études que vous avez commises, autant pour la Côte d'Ivoire que pour le CAMES, peuvent servir de documents de référence pour des pays qui voudront aller vers la modernisation de leur système d'enseignement. Mais est-ce qu'il y a une réflexion globale, apparemment oui, que vous avez menée sur la question de l'université de l'Afrique aujourd'hui? Quelle université moderne pour quelle Afrique? Vous avez réfléchi à la question. D'ailleurs, des réflexions consignées dans cet ouvrage qui est juste à côté de nous. Quelle sorte d'enseignement général on peut tirer? Quel est, disons, les horizons que vous fixez aujourd'hui au système universitaire africain? D'abord, effectivement, je viens d'écrire, donc le livre est sorti « Quelle université pour quelle Afrique ?» et préfacé par le secrétaire général du CAMES, qui est quand même une personnalité que je respecte beaucoup, qui a qualifié le livre de fascinant. Donc c'est assez intéressant. Et il m'a donné l'honneur, il m'a fait l'honneur de m'inviter au Conseil des ministres donc, de l'enseignement supérieur du CAMES, qui aura lieu le 24 octobre prochain, pour lancer le livre. Donc j'aurai tous les ministres de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES pour leur présenter l'Afrique de demain. Parce que l'Afrique 3.0 est déjà là. Justement, qu'est-ce que vous rêvez? Quels sont les rêves que vous portez pour l'université il est question de projeter l'Afrique. On ne peut pas en fait faire une préconisation si on ne sait pas si les problèmes que nous vivons aujourd'hui sont des problèmes d'ordre conjoncturel ou bien structurel. C'est important en fait. Vous savez que la plupart de nos universités, on est habitué au règlement de problèmes à chaud. C'est-à-dire qu'on est dans l'urgence tout le temps. Oui. Okay? Alors que le problème par exemple, d'explosion des effectifs, c'est un problème qui va se poser jusqu'en 2050. Donc il faut des réflexions Parce que l'Afrique, en fait, a une population jeune. Nous avons une moyenne d'âge de l'ordre de 20 ans aujourd'hui, mais qui va se poser jusqu'à 25 ans, un peu comme la Tunisie, avec une population active qui va représenter 60% de la population totale. Donc ça pose un problème de, l'étudiant qui a 15-59 ans, parce qu'il est dans la population active, soit il est à l'université, soit il est au chômage, soit il est employé. Donc il faut comprendre que, soit vous dimensionnez l'université en construisant chaque jour de moins de nouveaux locaux, de recruter de nouveaux professeurs, etc. Et tout, soit vous trouvez de nouvelles alternatives. Et c'est important donc de proposer donc aux gens des leviers sur lesquels ils peuvent bâtir une politique d'enseignement supérieur soutenable. Et donc l'ouvrage a posé le diagnostic, a dit, mais vous voulez régler un problème, vous consolidez, qu'à chaque fois qu'on inaugure de moins une université ou bien qu'on inaugure de moins des amphis, je dis, mais c'est une course contre la montre. On va construire combien d'universités? Nous sommes dans un système, quand je prends l'exemple du Bénin, où, vous savez, en 1995, on était 14 000 étudiants au Bénin. Okay? 5 ans plus tard, on a doublé, et 5 ans plus tard, aujourd'hui, on est à 130 000 étudiants. Quand je vous entends, vous considérez que, évidemment, ça paraît évident, cette extension physique des structures d'accueil pour les étudiants, ça ne peut pas être extensible indéfiniment. On ne peut pas construire à continuer. Est-ce que la clé, c'est l'e-learning? Non, la clé n'est pas l'e-learning. L'e-learning est un des leviers sur lesquels on va bâtir la politique. Et finalement, donc, j'ai montré que c'est un système qui risque d'exploser. Il est important donc que les gouvernants aient à cœur cela, en construisant donc un système qui leur permet d'avoir des indicateurs, mais en même temps d'assigner au système des objectifs. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'à l'université, on forme 130 000 personnes, ou bien, je suppose par exemple le baccalauréat, on a 100 000 personnes qui vont au bac, et après on dit qu'il y a 25% seulement qui ont réussi. Okay? Et le problème, l'année suivante, ils repartent tous à l'école, et l'État investit autant d'argent en fait, pour les reformer, et à la fin, on dit qu'il y a 30% seulement qui ont réussi. Donc il y a un problème. Il faut comprendre que chaque étudiant en fait, qui est formé en fait, a un coût unitaire. Et donc plus je vais les orienter vers les filières professionnelles qui sont à courte durée et qui vont leur permettre de sortir vite du système, moins je vais dépenser de l'argent. Et donc on a proposé des leviers, j'ai proposé des leviers, et je pense que c'est un ouvrage que je recommande beaucoup pour ceux qui veulent d'abord voir l'Afrique, parce que c'est les données statistiques qui ont été exploitées, et qui permettent en fait de trouver quelles solutions. Mais une fois que les solutions ont été trouvées, comment construire un système donc, pour pouvoir asseoir un tableau de bord, parce qu'on ne peut pas gérer en étant, en regardant un peu comme on a vu le phare, et puis on va dire quel est votre avenir. Non, ce n'est pas possible de gérer des jeunes qui vont pouvoir être capables de gérer le pays demain, etc. Et tout, de pouvoir donc regarder un peu comme on regarde dans une boule. Il faut
qu'on ait un tableau de bord pour savoir, voilà, j'ai été un nombre d'enseignants, comment je vais faire de moins pour augmenter la production du système et pouvoir être à même de gérer convenablement l'université. J'ai en même temps abordé la question de l'autonomie des universités, c'est important, la question de la gouvernance, et j'ai proposé des outils qui sont à même donc, de garantir et d'accompagner donc ceux qui sont les responsables d'enseignement, du système d'enseignement supérieur. Et le SG du CAMES, le secrétaire général du CAMES, a dit que ça doit être un livre de chevet pour toute personne en fait qui gère aujourd'hui un système, donc que ce soit une université ou bien le ministère, le livre de chevet. C'est important pour pouvoir agir sur le système, et non le subir. Et non le subir. Ben, on est à la fin de ce voyage au cœur de Serco, de vos réflexions et de vos travaux sur la modernisation, les tentatives de modernisation, en tout cas de numérisation des systèmes d'enseignement africains pour les rendre plus modernes, plus efficaces. Quel appel vous avez à lancer aux différents acteurs? On est pratiquement à la veille de la rentrée, aux différents acteurs du système éducatif, parce que ça aussi, là aussi, c'est un piège qui fait patiner l'éducation nationale, des crises conflictuelles, des atermoiements entre les différents acteurs qui sont tout le temps en posture antagoniste. Je suis, pour quelqu'un en fait qui a vu un peu les perspectives en matière démographique au niveau de notre système, je suis très pessimiste. Très pessimiste parce que j'ai fini par comparer un peu les pays d'Afrique francophone, les 21 pays d'Afrique francophone, dont j'ai étudié le système. Un peu, ils ont aujourd'hui un système, en tout cas, une perspective démographique qui est très proche aujourd'hui de l'expérience de la Tunisie. Et donc, s'il n'y a pas d'équité sociale, si pour trouver un emploi, on ne connaît pas quelqu'un dans le système, si il n'y a pas une justice sociale, on risque d'avoir donc une forte explosion sociale, une crise sociale. Et donc, je voudrais inviter les gouvernants à comprendre que la jeunesse est une ressource importante pour tout pays. C'est vrai que si on ne la gère pas correctement, ça va exploser. Mais si on prend du recul et on sait qu'on va faire de ce problème-là une opportunité, je crois que ça va être salutaire pour nous tous. Je vais dire à la jeunesse de cesser en fait de se victimiser, de croire en elle-même et de savoir que quand on en reçoit une bonne formation et qu'on croit en son continent, nous pouvons relever le continent africain. Merci beaucoup Alain Kabodjiki d'être passé ici pour nous imprégner de ces défis-là et de cette problématique de la modernisation des universités africaines à travers la numérisation de leur système d'enseignement. Pour approfondir la réflexion, je voudrais exhorter le public à aller découvrir les réflexions consignées dans les ouvrages qui sont le fruit de ces différents travaux, le référentiel des systèmes d'information des universités de l'espace CAMES, l'expérience de la Côte d'Ivoire à travers l'analyse de la faisabilité de la justification du projet d'appui à la modernisation de la réforme des universités et grandes écoles de la Côte d'Ivoire, l'étude sur la gouvernance des établissements publics d'enseignement supérieur ivoiriens, diagnostic et évaluation des besoins pour sa modernisation, et puis l'état des lieux des systèmes d'information des universités des pays de l'espace mémoire, et enfin le livre que vous avez commis et que le secrétaire général du CAMES nous indique comme un livre de chevet, quelle université pour quelle Afrique. Merci de continuer à méditer la question chez vous. À bientôt. Merci.